Salut à tous, c'est Pop Cinoche, votre magazine libre, 100% cinéma, uniquement disponible sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui n'est pas un jour tout à fait comme les autres, les amis. Nous sommes le mercredi 19 mai, le jour tant attendu de la réouverture des salles de cinéma. Ça y est, enfin, nous y sommes. Et vous pensez bien que symboliquement, il n'était pas possible de ne pas mettre en ligne le nouveau numéro de Pop Cinoche, un jour comme aujourd'hui, avec au programme un hommage tellement légitime au grand réalisateur Bertrand Tavernier, l'auteur de Capitaine Conan entre autres, et ici avec nous, notre invité d'honneur, l'auteur de Faubourg 36, des choristes et de bien d'autres films, Christophe Baratier, car Christophe sort son dernier film aujourd'hui, Envole-moi, avec Gérard Lanvin et Victor Belmondo. Je pense que dans un instant, il va vous donner envie d'y aller, et pourquoi pas dès aujourd'hui. Tout cela au programme de votre Pop Cinoche numéro 21. T'as encore bonne mine, toi. Tu réussis bien tes nuits. T'inquiète, hein. Je changerai de main. Je vais te montrer quelqu'un d'important. Il est né avec une malformation cardiaque. J'ai besoin de quelqu'un pour l'aider à vivre d'autres choses. Tu cherches quelqu'un? Non, je cherche pas. J'ai trouvé. Je suis pas du tout fait pour ça, moi. Coucou. Franchement, je trouve que t'as vachement l'air en forme pour un handicapé. Hein. Bah, moi, je trouve que t'as l'air bien crevé pour un mec en pleine forme. Vous vous rendez pas compte de tous les avantages que vous avez, vous les handicapés, hein. Que j'ai envie de pisser. Ouais, fais pas le con, je suis pas prêt, moi, parce qu'on est pas assez bien, là. Bon, bah, on se voit demain alors. Super, 15h. Je suis debout à 7h, moi. Du matin. Et c'est quoi votre expérience avec les enfants? Bah, j'en étais un, et puis je le suis toujours. Ça me fait 25 ans d'expérience. Tu m'as dit que je pouvais écrire tout ce que je voulais, hein. C'est comme à Noël, hein. Ce sera jamais tout ce qu'il y a sur la liste. Pas de bonbons, pas de gâteau, à cause de son diabète. Ah, parce qu'en plus, il fait du... Eh oui. Pas de sport ou d'effort physique. Mais il reste quoi? Tout le reste. T'as jamais embrassé une fille à ton âge? Eh ben, il était temps que j'arrive dans ta vie, mon pote, hein. C'est quoi le programme aujourd'hui? Excursion champêtre. Et un SMS avec photo toutes les 30 minutes. Elle va jamais y croire. Et tu me prends pour qui, là? Initiation à la botanique en forêt. Je me demander si c'est pas moi qui ai merdé quelque part. Je suis pas médecin. T'es moche. Toi aussi. Ah, mais c'est peut-être pour ça qu'il te fait confiance, alors. J'adorerais avoir une vie normale. Les amis, je ne vous apprends rien, vous connaissiez tous l'homme du 18 juin. Je suis aujourd'hui avec l'homme du 19 mai. Christophe Baratier, bonjour. Bonjour, quelle introduction. Bon, ben oui, alors Ouais. je mets un petit peu les petits plats dans les Oui. grands. Mais d'un certain côté, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui, 19 mai, un jour un petit peu historique dans l'univers du cinéma français et du cinéma tout court? C'est quand même une journée pas comme les autres, franchement. Non, c'est pas comme les autres, c'est un peu une libération. C'est vrai que ça fait quand même, on va dire, plus d'un an qu'on est dans une atmosphère chaotique. Néanmoins, c'est vrai que c'est une fête. Aujourd'hui, je pense que c'est la fête du cinéma. Je pense que le film dont on parle et le film qui sort aujourd'hui, Envole-moi en plus, je sais pas, dégage quelque chose quand on voit son affiche, quand même quelque chose qui invite à ça. Mais je voudrais quand même qu'on pense, parce que c'est bien de se réjouir, mais c'est un peu comme une libération. Il y a eu un peu l'occupation du virus et il y a eu des dégâts. Et je voudrais qu'on pense aussi, qu'on ait une pensée, que ce soit pas seulement on débouche le champagne, oui, Bien sûr. mais il faut penser à nombre de personnels, de techniciens, de petits théâtres, de petites troupes, de petits distributeurs qui se retrouvent dans des très grandes difficultés et à mon avis qui se trouvent encore et qui ne survivront pas. Et par conséquent, je voudrais fêter dignement. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a une belle sortie, on va parler du film, j'espère que tout le monde va s'y précipiter, mais moi j'ai une pensée pour tous les gens qui sont en grande difficulté, en grande souffrance. Christophe, je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps dans la vie d'avant, vous savez, on disait que le mercredi, quand 10-12 films sortaient, c'était déjà beaucoup. Aujourd'hui, 34 films sortent. Est-ce que pour le coup, c'est pas vraiment beaucoup, mais est-ce que c'est pas un peu inévitable aussi? C'est vrai qu'à un moment, il a été question de laisser place libre à des films comme de très grande qualité, comme celui de mon camarade Albert Dupontel,
ou celui de Maïwenn que je n'ai pas vu, mais qui ADN, qui était sorti 2 jours. Qui était sorti 2 jours. Je sais pas, moi, c'est pas moi qui ai décidé de venir ce jour-là. Mais bon, quoi qu'il arrive, je pense qu'il y aura du public qui va venir en masse. Attention, d'ici le mois de décembre prochain, il y a une guerre atomique qui va se déclencher. Il y aura un embouteillage qui fait que... Truffaut disait, je crois, le cinéma c'est bien parce que dans les films, il n'y a ni embouteillage, ni temps mort. Bah, là, oui. Je crois que les embouteillages, on va en avoir. Oui, sauf là. Donc, en résumé, cette sortie, vous l'attendiez, vous la redoutez? Non, je suis très, très content parce que c'est un film en plus sur lequel je suis venu tardivement. C'est le premier film d'ailleurs dont je ne suis pas à l'initiative. Donc j'ai repris ce scénario, j'ai fait la distribution. Victor Belmondo, Gérard Lanvin était déjà pressenti, donc j'étais ravi. Et j'ai fait le casting du petit Yohan El Noundou qui est formidable. Et donc finalement, je me retrouve après une période où on s'est dit, le film est terminé depuis 6 mois, où à un moment on s'est posé la question de savoir est-ce que finalement on va sur une plateforme, est-ce qu'on va faire un film de télévision, ça. Je dis, vous savez, écoutez, dans la vie d'un cinéma, puis en plus on était plutôt dans une période où comme on était tous sur Amazon et Netflix, je me suis dit, finalement, on serait pas mal, parce que moi aussi, je suis consommateur, mais quand même, quand j'y pense, le grand écran, le grand écran, le retrouver. Et en plus, alors, il se passe une chose, c'est que, je sais pas, de sa thématique, de son titre, de la joie qu'il y a sur ces 2 mômes, la jeunesse qui se présente, l'air de la mer, l'air marin, j'ai l'impression qu'il se présente, et je ne l'ai pas voulu comme ça, comme le film officiel de la réouverture. Ce qui est sympa, c'est qu'on a affaire finalement à 2 handicapés de la vie. Pas les mêmes. Il y a plutôt un handicapé affectif d'un côté, et puis il y a un véritable handicapé physique qui a des problèmes de santé. C'est ça, donc en fait le pitch, je le fais en 30 secondes, c'est que Victor Belmondo, donc Thomas, est un fils à papa qui ne fait rien de ses journées, qui passe ses nuits en boîte de nuit et ses journées au lit. Et qui gare sa voiture dans la piscine de la maison. Oui, ça c'est le début, oui, ça c'est le petit gag de début, et dont le père chirurgien, lassé de ses frasques, lui, tu débarques, je te coupe les vivres, sauf si tu acceptes de t'occuper de quelqu'un, dont moi je m'occupe depuis 15 ans, atteint d'une déficience cardiaque gravissime depuis sa naissance, ce qui l'oblige à avoir une vie totalement reclus avant le confinement. Il est déjà confiné, oui, c'est-à-dire entre des séjours à l'hôpital, entre le centre pour handicapés et sa mère en tête à tête sans sortir. Et tout ce qu'il ne peut pas faire à cause de ses problèmes de respiration, enfin c'est pas un gamin qui a une vie de gamin. Non, il n'a pas une... Et à ce moment-là, il se décourage, et comme le dit son père chirurgien, qui dit à Thomas, s'il se décourage, il meurt. Alors, j'ai besoin que tu serves enfin à quelque chose. Donc, Thomas, qui arrive dans la vie de ce petit pour s'en occuper, et qui est totalement incompétent pour faire ça. Totalement incompétent. Son père, lui, c'est plutôt les filles, les boîtes... oui, non, mais il arrive en retard, enfin bon, et puis il est à côté de la plaque, enfin ça se passe très mal. Mais évidemment, comme vous le disiez Vincent, il y a une immaturité affective d'un côté, et de l'autre côté, une jeunesse qui est totalement sous cloche. Et l'un comme l'autre, d'ailleurs, au bout d'un moment, on se dit c'est Thomas qui s'occupe de Marcus, qui est le nom du petit, ou est-ce Marcus qui s'occupe de Thomas? Et évidemment, les deux vont se trouver, vont se raccrocher de mouer, jusqu'à ce que non seulement Marcus retrouve une certaine, pas de joie de vivre, on va dire un goût de se battre. Alors justement, allons dans le film, voyons une petite minute qui est ce que j'appelle la confrontation entre le père et le fils, le moment où il lui annonce qu'il va falloir qu'il se mette un petit peu au boulot, sinon je coupe les vivres. Gérard Lanvin et Victor Belmondo, on regarde l'extrait. Attends, mais je suis pas du tout fait pour ça, moi. Qu'est-ce que je lui apprenne? Ce que je veux, c'est que le drame arrive le plus tard possible. Je me le suis promis. En gros, tu veux que je tienne ta promesse, quoi. Et si je refuse? Alors je te coupe les vivres, tu prends tes clics, tes claques, tu m'en les clés, et tu oublies mon numéro de téléphone. À toi de voir. C'est une blague ou quoi, là? Et ça, c'est une blague? Bah, depuis quand t'es sur Instagram, toi? Mauvaise réponse. Alors, bon, là au moins, c'était clair, net et précis. Et puis, on voit bien la détermination de Gérard Lanvin dans les yeux. On sent que le papa a lui aussi eu des carences vis-à-vis de son fils. On sent bien qu'il n'a pas toujours été là. Mais là, il est dit, aujourd'hui, c'est terminé quand même. J'étais d'autant plus heureux que ce soit Gérard, parce que Gérard dégage une espèce de force tranquille, comme ça, il n'a pas besoin de hurler. Gérard, c'est un peu comme les gens comme Ventura. C'est ça. Quand il dit fais-le, on le fait. Ouais, c'est ça. Et en plus, j'avais alors donc dans cette distribution, j'avais les 3 palettes d'acteurs. J'avais le taulier, Gérard, que j'admirais depuis longtemps. D'ailleurs, quand je me suis présenté à lui, je me suis présenté à lui. On s'était déjà serré la main, mais je ne l'ai pas appelé comme un pote, quoi. Oui. Je me suis présenté. C'est voilà. Gérard Lanvin, quoi. Et il fallait mettre les formes. Oui, non, mais en plus, je ne me force pas. C'est des choses que je trouve normales.
Quand on a lu un peu des ouvrages sur Gabin, sur Ventura et tout, ça donne quand même un tout petit peu de mode d'emploi. Et j'avais Victor, d'ailleurs qui était déjà pressenti, Victor, et là c'est une très belle découverte, parce que c'est non seulement effectivement on peut supposer que le rôle lui allait comme un gant, presque même trop, parce que c'est vrai que c'était, je dirais pas que dans la vie il est comme ça, mais cette espèce de nonchalance, ce charme, cette manière un peu voilà, décalée de voir la vie, cette aisance, ce côté un peu félin, un peu souple. C'est de famille, hein, un peu, Oui, hein, la nonchalance. Hein. Oui, donc il y avait ce côté-là, il y avait ce côté extrêmement sympathique avec du charme, beau gosse, mais en même temps un peu popu dans sa façon de parler, dans tout ça. Et alors c'est un acteur en devenir auquel moi je crois beaucoup. Je pense que vraiment qu'il crève l'écran. Je pense que le film va le mettre en orbite ah oui, très rapidement. Oui, j'espère, en tout cas. C'est vrai. Au-delà du plaisir que ça m'apporterait, c'est aussi pour lui. Et puis ce jeune garçon, Johan, qui est sorti d'un casting, d'un très grand casting. Moi, sur les castings d'enfants, je commence à être un petit peu habitué, parce que non seulement, moi, on sait, les choristes, il y a eu la guerre des boutons, mais j'ai fait de nombreuses publicités. Et même dans Faubourg 36. Et c'est vrai que maintenant, si vous voulez, en 5 à 10 secondes, je sens que c'est la peine de continuer ou pas. Oui. Après, ça peut être lui. Ça peut être lui, c'est ça. On élimine direct. Mais même avant même qu'il commence la scène, vous savez, les enfants se présentent, ils disent « Bonjour, je m'appelle Johan, j'ai 12 ans ». Ils ont un petit panneau, une petite ardoise. Et là, dès le début, on fait une sélection qui va très vite. Ensuite, évidemment, le jeu, c'est, comme on a toujours 2 ou 3 à l'arrivée, c'est de les confronter, c'est-à-dire de présenter au producteur, de présenter à ses partenaires le bon parmi 2 autres qu'on ne croit pas, et généralement on ne se trompe pas. Ouais. Alors il y a plein de scènes, plein de frasques, plein de choses assez étonnantes, amusantes, surprenantes de toutes les bêtises qu'ils font ensemble. Mais moi j'aime beaucoup la scène dans la boutique du Paris Saint-Germain. Ah oui. Ils arrivent et là il y a une histoire de maillot. On regarde la séquence ensemble si vous voulez bien et on en reparle. Ok. T'es sûr que t'as vraiment l'amour du maillot, hein? Bah ouais, pourquoi? Merci. Regarde. Ah, ça marche, hein, tu le sais. Ça marche, mec. Vas-y, viens. Attends. Allez, Marcus, là, viens. Oh, les nouveaux maillots. Petit interro, ok? Le 7, c'est qui? Bah Mbappé, fastoche. En plus, c'est écrit dessus. Et le 10? Neymar. Tu sais pas lire? Ah bah, doit y avoir un problème alors, hein, parce que c'est pas Neymar, là. Tu vas pas chialer, non? Vas-y, va l'essayer plutôt. Ah, ouais. C'est touchant quand même, parce que c'est vrai que c'est un vrai boulot de comédien pour ce petit-là quand même. Oui, il y a de l'émotion. Alors d'autant plus que, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, quand ils font ce pacte, je vais m'occuper de toi, c'est que le petit, mais tu sais que je vais peut-être pas vivre longtemps. Et c'est vrai que son espérance de vie est très incertaine. Il y a cette épée de Damoclès toujours un peu au-dessus. C'est ça, donc ils font la liste un peu de leurs envies, sauf que comme souvent, ça commence comme les gamins, des nouvelles baskets, un nouveau de portable, un maillot du PSG. Bon, c'est vrai que la scène est très jolie parce qu'on voit que Thomas lui a préparé une surprise, cette surprise-là. Mais plus ça va aller, plus évidemment, ce ne sera pas des choses qui s'achètent. C'est des choses qui ont un bien plus grand prix que l'argent. Les choses du cœur. Les choses du cœur. Et puis il y a tombé amoureux, parce qu'évidemment, il a l'âge où ça commence à venir. Ouais. Et là, comme Thomas, lui, il prétend qu'il n'a jamais été amoureux de sa vie et que c'est très très bien comme ça, parce qu'au moins, il ne souffre jamais. L'autre va lui montrer aussi que le chemin du cœur est aussi... Et j'aime beaucoup quand il lui dit « T'as jamais embrassé une fille, il était temps que j'arrive dans ta vie. » quand même. Oui, c'est une espèce d'inconscience comme ça. Oui, comme si lui et Thomas, il avait tout fait... il a tout fait trop vite, quoi. Alors, Christophe Baratier, autre question. Est-ce que, quand on est cinéaste, on peut encore se permettre d'être cinéphile? Parce que c'est un métier à plein temps, cinéphile. Hein. Je pense qu'il n'y a rien qui donne plus envie de faire du cinéma que de voir du cinéma. Et même d'en découvrir. Et parfois, comme on est un peu... la difficulté quand on devient cinéphile, c'est qu'on creuse beaucoup son chemin à soi et que parfois on oublie un peu les pas de côté. C'est pour ça, par exemple, que j'adore être juré dans des festivals où on m'impose des films à voir et que je découvre et que je ne serais peut-être pas, j'aurais pas la curiosité de voir en temps normal. Parce que c'est vrai que quand on commence à creuser, je pense vraiment après avoir fait Douglas Sirk, que je refais tout Claude Sautet, et bientôt je vais revoir, on dirait un mot, tout Bertrand Tavernier de A jusqu'à Z. Voilà, on en parlera juste en nous quittant. Pathé est votre distributeur. Oui, et un Pathé peu historique parce que c'est avec... Et ils font un travail magnifique sur leur catalogue depuis longtemps avec ces rééditions. On pourrait, 2 minutes comme ça, s'arrêter sur ces 2 films qui viennent de sortir. Tout d'abord, est-ce que ça vous parle? Copie conforme. Oui, Jean Dréville. Alors Jean Dréville, quand on revoit Les Casse-Pieds, quand on revoit La Cage au Rossignol, le film dont je me suis inspiré,
justement, copie conforme, on se dit, oh, les mecs, ils savaient faire quand même, parce que c'est comme Carnet, il écrivait peut-être pas ses films, mais Les Enfants du Paradis, c'est comme du Carnet, c'est pas que du Prévert. Évidemment. Donc, par conséquent, dans Copie conforme, qui est un film noir quand même, enfin, comédie noire, on va dire. Oui. Et puis, en 1947, mettre 2 rôles de Jouvet... Aujourd'hui, on le ferait, ça n'étonnerait plus personne, mais à l'époque, c'était quand Mais même oui, très en étonnant de le voir. 1947, Ah oui, bien sûr. tiens, voilà la scène du dîner, justement, avec oui. les 2 Jouvet pour le prix d'un, c'est quand même assez irrésistible. Eh bien, chef Gabriel, reprenez-vous goût à l'existence? Je ne sais pas, je ne sais plus. J'étais fait pour mener une vie, j'en mène une autre, je ne m'y reconnais plus. Ah, ne vous plaignez pas. Mort la semaine dernière, vous allez renaître de vos cendres. C'est une aventure assez rare. À mon âge, venir au monde... Un peu d'homard? Oh. Si, nous aimons beaucoup le homard. Vous le décortiquez maintenant sans dommage pour vos voisins, hein? Il faudrait que je fusse bien maladroit. On m'a fait manger 16 homards en 8 jours. Et un peu de traminaire, hein? Si, je vous adore, le traminaire. Si. Regardez-moi, souriez. Merci. Chin. Content? Apprenez-moi. Oh, excusez-moi, en vous regardant, je m'intimide. Pourquoi? Nous deux, nous formons une admirable médaille sans revers. Oh, je n'éprouve aucun plaisir à me voir toujours en face de moi, vous savez. Et puis, quand je nous regarde, Eh ben, j'ai l'impression de me répéter. vous êtes mon bis. Un bis, vous n'êtes pas difficile. Votre vie actuelle ne vaut-elle pas mieux que l'autre? Bon, justement, l'autre me plaisait beaucoup par sa discrétion. Et quel acteur, hein. La voix de Jouvet, on peut dire ce qu'on veut. On dirait, personne ne c'est dira jamais le immense, contraire, hein, mais dans c'est vrai cet que extrait, quand il y a des phrases de Jouvet qui restent dans la tête et qu'on ne pourrait jamais phraser autrement. Les phrases dans Quel les orfèvres, dans un main avec ce côté un petit peu comme ça. Et quelque chose qu'il avait inventé parce qu'il avait avec un charme fou. Et en plus, qui a quand même beaucoup tourné pour être mort relativement jeune. Hein. Et parmi les grands de grands, alors il y a évidemment Rému, et là, un film, ça c'est formidable d'avoir une très belle copie maintenant de L'étrange Monsieur Victor, parce qu'on ne l'avait pas vu depuis longtemps, et là on est dans le film noir. Ah, un film noir. C'est vrai que Grémillon nous avait habitués à des films qui ne sont pas tout le temps des comédies. C'était pas un histrion, Grémillon, mais il avait une poésie. Et quand on voit L'étrange Monsieur Victor, c'était un des rares vraiment rôles noirs de Rému. Et Rému transpire la haine, transpire la médiocrité, transpire quelque chose qui fait vraiment, qui sent quasiment les bas-fonds des. Oui, c'est une ordure, des ruelles de disons-le, Marseille, hein, c'est une ordure c'est- absolue. Ouais. Et avec des personnages comme Georges Flamand, qui était le mari de Viviane Romance, qui joue elle-même dans le film. Tiens, justement, voici la scène entre Rému et Georges Flamand, le moment où il lui met un coup de poinçon dans le ventre. Bien sûr, c'est pas spoilé d'ailleurs, mais c'est une scène très très dure et magnifiquement filmée par Grémillon. On regarde Écoute, Victor, c'est pas pour avoir le plaisir d'être avec toi, mais c'est pour te dire une fois ce que tu vaux. Nous autres, on a au moins la franchise de ce qu'on est. Mais toi, avec tes relations, tes gentillesses, tu es vraiment la crème d'ordure, t'entends? Alors je serai sans pitié. Oui, sans pitié. Eh ben, vas-y, mais tout est prévu. alors. Oui. Même les lettres anonymes? Quoi? Hein? Tu n'y avais pas pensé, celle-là? Mais on a du style. On commencerait tout doucement. Monsieur Gardanne n'est peut-être pas celui que vous croyez. Hein, tu te dégonfles, hein? Je te possède. Et je te posséderai jusqu'au trognon, mon Pas vieux. besoin de gueuler comme ça. Je gueulerai si ça me plaît, mon vieux. Tout le monde peut entendre. Tout le monde doit savoir. Tu vas la fermer, du... Sans blague, hein. Monsieur est le recelaire, hein, et joue en même temps le bon époux, le fils soumis et le père de famille attendri. Ah, passe-moi la famille, elle est belle, là. Ah, je pense à la gueule que ta femme va faire quand elle saura ce que tu es. Ta femme? Oui, ta femme et ton fils. Mon fils. Oui, plus tard, quand il saura. Oui, Mon ton enfant. fils. Oui, ton fils. Et si je te cassais la gueule, même? Faut pas me menacer, moi, tu entends? Tu entends? Faut pas me menacer, moi. Tiens. Alors, il ne vous a pas échappé que le film était tourné à Toulon. Toulon, la Provence, les Cigales, Marcel Pagnol, Le Temps des Secrets. Oui, il tournait secret. Encore une fois, il fallait incarner Marcel Pagnol et son petit Lily Bellon. Et là, j'ai trouvé encore un jeune acteur qui s'appelle Léo Campion. Donc, Le Temps des Secrets, chacun a ses secrets. Et Marcel va les découvrir. On a tourné cet été sur le lieu même de l'action, à Aubagne, dans les collines de l'Étoile, dans cette garrigue que parcourait Marcel. On a pris exactement les mêmes chemins. C'est vrai que d'où on est,
on se rend compte que le petit Marcel aurait pu voir le stade Vélodrome tel qu'il est aujourd'hui, alors qu'il ne pouvait pas le voir à l'époque. Christophe, aujourd'hui, je le rappelle, nous sommes le 19 mai. Juste avant de nous quitter et d'adresser un petit clin d'œil à notre ami Bertrand Tavernier, qu'est-ce que vous attendez de cette journée? Est-ce qu'il y a la même fébrilité que d'habitude le jour où un de vos films sort? Je dirais tous dans la rue, tous au cinéma, tous au restaurant, tous au théâtre, tous au concert, revivons. Et puis surtout, je suis tellement heureux de moi que ce t'envole-moi et ça bouffait l'air frais. Ça se termine à la Baule, hein, ici. C'est vraiment le film qui fait du bien, idéal à voir en ce moment, particulièrement. À voir tout court, mais à voir en ce moment. Et puis, Christophe Baratier, vous citiez la Baule. Fin juin, oui. Festival du film, de la musique, oui, donc de la musique de film de la Baule. Baule. Plus d'un mois, oui, c'est la 7e édition du Festival Cinéma et Musique de Film que nous avons fondé avec Sam Bobino. Donc le principe est de présenter des films, une sélection dont la bande originale présente une qualité particulière ou alors une importance particulière. Des films en compétition, des avant-premières aussi, et puis surtout chaque année, un compositeur invité qui donnera un concert de ses œuvres, dirigé parfois par lui-même quand ils le font ou pas. Nous, on avait eu Francis Lay, Michel Legrand, Lalo Schifrin, Éric Serra, Gabriel Yared, Vladimir Cosma, et cette année, c'est Philippe Sard qui est à l'honneur. Dès qu'on voit un film de sauter avec la musique de Sard, on est sûr d'être déjà dans un état qui nous fait aimer le cinéma et c'est pas près de se terminer. Exact, Christophe Baratier. Il y a les films de Claude Sautet et ceux de Bertrand Tavernier, puisque c'était quand même l'un des compositeurs fétiches. De Polanski, qui m'a un peu comme cité, bien sûr, oui. et de Bresson, et de Granier de Fer, et de Lautner, et pour avoir eu au téléphone Bertrand Tavernier quelques semaines avant sa disparition, moi, il m'avait juste dit, Vincent, j'aimerais pas mourir avant de voir les salles rouvrir. Je connais personne qui était dans le cinéma, on aurait dit que le cinéma, la pellicule coulait dans ses veines. On aurait dit qu'il avait été injecté, que c'était presque plus un être normal, parce qu'il ne vivait que dans le cinéma. Toute réplique, pas seulement le cinéma français, aussi le cinéma américain, mais avec une connaissance profonde et surtout une ouverture d'esprit, qui était le contraire justement de La Chapelle. Et donc Bertrand, on pensera bien à lui. Je pense que d'ailleurs on aurait pu lui dédier cette ouverture du cinéma en appelant la Saint-Bertrand, ou en tout cas de nommer grand patron des salles de ce jour de réouverture. C'est ce que nous faisons modestement ici aujourd'hui et en le voyant dans cette interview inédite où il nous parle justement de sa passion pour la musique de film et de Philippe Sard que nous retrouverons à la Baule, dernier week-end de juin au festival bien nommé. Merci pour tout. Merci, vous avez Vincent. Beaucoup à faire aujourd'hui, Christophe. Enfin, beaucoup à craindre et beaucoup à... Mais enfin, ça va, allez. Oui. Voilà. D'autant plus merci de nous avoir rendu visite Merci bien. ici dans Pop Cinoche et sur RTL. À bientôt, Christophe Baratier. Merci, Vincent. Merci et bonne journée puisque vous êtes l'homme du 19 mai. Que ce soit dans les 1500 pages de ses 50 ans de cinéma américain, dans son magnifique voyage à travers le cinéma français, ou dans les 1000 pages d'interviews de ses amis américains, Tavernier écrivait et parlait sans cesse de musique. Et voilà ce que pouvaient donner nos conversations quand je lui demandais un jour chez lui si ce goût de la musique de film lui était venu tôt. Très tôt, moi, je me souviens prêter une attention à la musique de film. Que cette musique soit, comme dans les films de Ford, souvent uniquement des chansons tirées du folklore, mais je sifflotais quand j'étais très jeune, où je connaissais l'air de She Wore a Yellow Ribbon, c'est-à-dire la charge héroïque, donc la chanson qu'on entend dans les films de Ford. Je l'avais retenu très tôt. De même que, bien sûr, je remarquais surtout les mélodies, la musique d'essence mélodique, mais quand même, je me souviens quand même bien d'avoir noté les très intéressantes contributions que pouvait faire, et qui n'étaient pas forcément d'ordre mélodique, que pouvait faire quelqu'un comme Bernstein, Elmer Bernstein, sur un film de guerre d'Anthony Mann, de Code 465, où la musique était presque entièrement à base de percussions, et absolument pas mélodique, ou très peu mélodique. Mais je notais j'avais assez vite remarqué la façon dont certains metteurs en scène français utilisaient de manière sporadique
beaucoup plus sporadique que les metteurs en scène américains, la musique, et donc de manière plus effective. La musique de la fin de La Grande Illusion avait été un choc. C'était un choc. Je trouve, c'est Cosma, elle était absolument magnifique. Et là, je l'avais vraiment noté, alors que dans des films américains, on était tellement noyé, souvent, sous un déluge musical, que paradoxalement, on finissait par moins noter la musique. Mais évidemment, la musique du Troisième Homme, savait jouer un rôle, mais aussi... tout d'un coup, d'entendre de la musique classique, comme dans Les Amants. Je crois que j'avais acheté le 45 tours, d'ailleurs, à ce moment-là. Et aussi le choc immense qu'a été la découverte d'Ascenseur pour l'échafaud, puis de la musique de Miles Davis. Et là, je crois qu'il faut créditer à la fois Louis Malle et puis les gens derrière qui ont eu l'idée de demander à des gentlemen, parce qu'il y a eu Ascenseur pour l'échafaud, et après, il y a eu Sait-on jamais. Mais Sait-on jamais, la musique de John Lewis a même pu faire croire à un moment que Roger Vadim avait du talent. Et ça, c'était... Là, le cinéma français était très, très, très en avance par rapport au cinéma américain, parce que quand même, je crois que la musique d'Ascenseur pour l'échafaud, personne n'aurait eu une idée équivalente à la même époque en Amérique. Est-ce que la musique, les grandes envolées de Max Steiner, de Franz Waxman, tout ça, est-ce que ça ne nous a pas parfois gêné à la vision du film? Est-ce que le côté too much des orchestres gigantesques certainement. Je pense qu'il y a des films qui sont très handicapés par surtout une surabondance de musique. Non pas que les thèmes ne soient pas bons, non pas qu'ils ne soient pas bien orchestrés, mais ils sont répétitifs, parfois redondants. Ce qui n'est... Il y a certains thèmes de Max Steiner qui aident le film. Je pense qu'Autant n'emporte le vent, privé de la musique, et ce n'est pas un film que j'adore, mais je pense que la musique l'aide énormément. Et c'est vrai que beaucoup de films américains, parfois, souffrent de cette surabondance de musique, encore que, à force d'être omniprésente, elle disparaît. Mais quand même, le grand sommeil, à un moment, est noyé par la musique. Et on s'aperçoit, d'ailleurs, en lisant les autobiographies, les biographies des metteurs en scène, que c'était une partie sur laquelle ils travaillaient rarement, où ils déléguaient, où ils n'avaient aucun pouvoir. Et même, je revoyais Les Maraudeurs attaquent récemment, qui est un film beaucoup plus récent, de Fuller, et il y a une ou deux scènes magnifiques dans le film, qui seraient encore plus belles s'il n'y avait pas de musique. Il y a une scène où Claude Akins pleure, et le plan, je pense, est un peu amoché par quand même une orchestration relativement banale derrière, et surtout assez pléonastique. Et que Max Steiner, qui est un compositeur formidable, la musique de King Kong, enfin, il y a beaucoup de ces thèmes qui sont splendides, et qu'on écoute avec un plaisir énorme. C'est vrai que de faire des effets de musique comme dans Le Mouchard, ça démolit drôlement le film. Ça démolit le film. Mais je pense que le cinéma américain n'a pas évolué. Maintenant, vous avez une musique omniprésente également dans 8 films américains sur 10. Parfois, moi je trouve même dans le dernier Michael Mann, j'en ai un peu marre. J'en ai marre, je voudrais un moment entendre autre chose que ce rythme binaire, et c'est c'est comme si on pensait que les spectateurs n'étaient incapables de suivre une action si elle n'était pas en même temps commentée musicalement. J'éprouve moi une grande fatigue, et ce qui me fait énormément apprécier de temps en temps, dans un film des années 40 ou 50, des prises de position beaucoup moins
conventionnelle de certains metteurs en scène. Vous tombez sur Chasse aux gangs d'André de Tos. Et là, pendant un long moment dans le film, vous n'avez de la musique que quand il y a une radio qui joue. Et tout devient extraordinairement efficace. Et la première fois que la musique rentre dans le film, et c'est un moment où il y a des policiers défoncent une porte, ça fait un effet, mais qui est formidable. Et de voir dans un film de série B qu'un metteur en scène ait obtenu ça, de voir que Michael Powell, pendant un film comme Small Backroom, n'utilise pas pendant un très long moment de musique de film, je trouve que c'est extraordinairement efficace. Évidemment, je ne saurais trop vous conseiller de découvrir ou de redécouvrir tous les plus grands films de Bertrand Tavernier, Capitaine Conan, Coup de torchon, Le juge et l'assassin, L'horloger de Saint-Paul, Que la fête commence, Oli Lola, il y en a tellement. C'était un immense cinéaste et évidemment Pop Sinoche tenait à lui rendre hommage aujourd'hui à travers cette interview inédite. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vive le cinéma, c'est le jour ou jamais de le dire. Alors vous savez qu'il y a 3 choses qui nous font évidemment particulièrement plaisir. C'est le fait que vous likiez, vous commentiez, vous partagez, c'est notre plus belle récompense. Tous les jours, 6h30, la photo du jour, enfin je devrais dire les photos du jour, et puis évidemment, il y a la curiosité d'aller sur le site popsinoche.fr voir les dernières nouveautés. Allez au cinéma, profitez-en, c'est ouvert et c'est sécure, et en attendant, retrouvons-nous le mois prochain pour de nouvelles aventures. Bye!